m'appelle Jean-Daniel Causse, je suis professeur au département de psychanalyse de l'Université de Montpellier 3 et il me revient le privilège de présenter en quelques mots Patrick Guillaumard, notre conférencier de ce soir, ce que je fais avec très grand plaisir, avec d'autant plus de plaisir que Patrick est un ami et que j'ai une grande estime tant pour l'homme que pour ses travaux. Patrick Guillaumard est philosophe de formation, ancien élève de l'École normale supérieure, psychanalyste, proche de la pensée et de la clinique de Jacques Lacan. Il est professeur émérite de l'Université Paris Diderot et il préside une des grandes associations de psychanalyse française, c'est-à-dire la Société de psychanalyse freudienne. Patrick Guillaumard occupe, à mon sens, une place tout à fait importante dans le champ analytique contemporain, par ses travaux, je vais en dire quelques mots très brièvement, mais par sa personnalité, mais aussi, je voudrais le dire, par son désir de transmettre. Et au fond, c'est quelque chose qui, je pense, maintenant est pour toi devenu aussi un élément central, et donc aussi par des modalités transférentielles, thèmes qui t'est cher, qui sont là mis en œuvre. Quelques mots simplement sur ceci, que parmi les publications de Patrick Guillaumard, je voudrais noter deux ouvrages qui, à mon sens, sont tout à fait caractéristiques de sa forme de pensée et des questions aussi qu'il mobilise. Un ouvrage dans lequel il a revisité la figure d'Antigone, qui a pour titre La jouissance du tragique, où il a montré dans une réception de Lacan, mais aussi en discussion, finalement, en critique avec Lacan, que s'il y a toujours un prix à payer sans doute pour soutenir quelque chose de son propre désir, c'est tout autre chose quand on se laisse fasciner par le tragique. Il y a une part de tragique sans doute dans l'éthique et dans le désir lui-même, et au fond quand on se laisse fasciner par le tragique au point d'y trouver sa propre jouissance, c'est-à-dire au fond lorsqu'on finit par aimer la mort plus que la vie. C'est quand même toute une question que tu as travaillée qui semble tout à fait centrale. Et puis je note simplement un autre livre sur l'éthique qui a pour titre Le désir d'éthique. En fait, le livre sur la jouissance du tragique est aussi un livre sur l'éthique en réalité. Les deux livres sont des livres sur l'éthique d'une certaine façon. Mais donc ce livre sur le désir d'éthique, dans lequel Patrick Guillaumard interroge ce que peut être une éthique du désir, c'est-à-dire en réalité une éthique du singulier. Une éthique qui ne rabat pas le sujet sur des formes, disons, stéréotypées de lui-même, qui ne le conforme pas sous prétexte de le normaliser ou de le rétablir dans une normalité, qui ne le ramène pas à des modèles prédéfinis, etc., et qui pose aussi toute la question de la pratique analytique, de la position même de l'analyste, etc., dans l'espace contemporain. C'est un enjeu tout à fait considérable, et un enjeu considérable dans une époque qui est la nôtre, en fait, qui nous fait croire qu'il y a de l'autre, sans doute, pour d'autant mieux tout ramener au même. Et finalement, il y a là une espèce de jeu de passe-passe auquel nous avons affaire, qu'il faudrait interroger. C'est un enjeu aussi pour la psychanalyse, pour sa clinique, pour la théorie de l'inconscient, pour le psychanalyste lui-même, évidemment, c'est une question tout à fait centrale, si on accorde de la valeur à ceux qui, et je crois que c'est au centre de tes travaux, on accorde de la valeur à ceux qui en chacun cherchent à être reconnus comme étant le plus singulier, et qui donc résistent, parce qu'au fond, comme c'est singulier, ça résiste toujours un peu quand même, résistent à ce qui voudrait l'éradiquer. C'est donc une question qui me semble en effet au cœur de ce que Patrick Guillaumard cherche à penser, et aussi, je le disais, à transmettre. La question du symptôme, la question du transfert, la question de l'éthique, tout ça, évidemment, alimente toute une réflexion. L'inconscient, c'est l'expérience de l'autre en nous, l'étrangeté de l'autre en nous, c'est ce qui parle en nous, sans doute ce qui parle en nous dans une langue qui nous est étrangère, d'abord. Et donc, c'est une espèce de rapport d'étrangeté, fondamentalement, l'inconscient, et puis en même temps, c'est ce qui est au plus intime de nous-mêmes. C'est ce qui est sans doute le plus intime de l'intime de nous-mêmes, même. Au fond, Lacan avait cette expression qui disait au fond que c'est extime pour poser cette espèce de paradoxe de l'extériorité et puis de l'intimité ou de l'intériorité. C'est cette expérience qui est au cœur de la clinique psychanalytique et c'est en partie sans doute vers cela que Patrick, tu vas nous faire cheminer ce soir à ta manière avec ce titre que tu nous as proposé, l'étranger en soi-même, et je te laisse la parole avec beaucoup de plaisir en te remerciant d'être venu nous rencontrer ici à Montpellier et parler ce soir. Merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup Jean-Daniel. Merci d'avoir parlé de nos échanges, de nos travaux, de nos liens maintenant anciens éprouvés. Et je vais essayer d'être à la hauteur de cette parole si accueillante et à certains égards si élogieuse. Bon, voilà, pas trop, j'espère quand même. Bon. Quand vous m'avez proposé de venir vous parler sur ce thème, donc, qui était le thème de l'altérité, nous étions déjà un peu à Paris, mais nous n'étions pas dans l'horrible répétition de ces violences tout à fait récentes, qui touchent évidemment à la question de l'autre et de l'altérité. Donc je ne me déroberai pas à en parler comme je peux, non pas au sens d'en faire un commentaire, ça serait tout à fait déplacé, mais au sens de vous dire ce que pour ma part j'entends dans la façon dont ces drames résonnent et dont nous pouvons y répondre. Le plus frappant, c'est que, aussi bien à Paris qu'à Bruxelles, la réponse commune et collective, parce que ce qui est commun n'est pas forcément collectif, donc c'est une réponse commune et qui se dit dans un collectif, mais qui par conséquent fait aussi du collectif, c'est-à-dire essaye de rassembler au moment où des brèches, des brisures, des failles, des fissures, dont on se demande si elles pourront être jamais réparées, et quelles traces elles laisseront. Donc au moment où ces failles et ces brisures font douter de quelque chose de collectif, et interrogent bien sûr le collectif, mais évidemment interrogent l'autre, et interrogent cette question même d'altérité. Et la réponse, aussi bien à Paris qu'à Bruxelles, c'est nous sommes tous. Nous sommes tous Paris, nous sommes tous Charlie, nous sommes tous Bruxelles. Bon. Il y a dans ce tous une façon de dire quelque chose bien sûr de profondément humain, qui dit que nous sommes tous atteints. Nous sommes tous touchés, pas autant que ceux qui ont laissé la vie ou des bouts de leur corps, mais nous sommes effectivement tous sous le choc, et à ce choc, nous répondons par un tous. Bon. Au-delà de cette première réponse, qui ne me viendrait même pas à l'esprit de critiquer, parce qu'au fond, c'est une réponse qui rassemble. Nous avons envie de tous être là, évidemment. Dans un second temps, la question se pose du poids de ce tous, de la pertinence de ce tous. En somme, c'est un peu comme si, devant ce qui vient montrer dans nos sociétés des failles extrêmement graves qui ne se voyaient pas et qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne mesurait pas, nous étions portés, je dis nous parce que moi-même, à répondre par un tous. Est-ce la bonne réponse, au fond? Est-ce au niveau de la pensée, au niveau d'une réflexion? Est-ce la bonne réponse si on suppose que ce qui est interrogé, c'est entre autres, mais que ce qui est interrogé, c'est justement la question de l'altérité, ou des altérités, la question de l'autre, sous le mode de l'altérité. Est-ce une bonne réponse, dans un second temps, de répondre à ce tremblement de l'altérité par le tous? Puisqu'au fond, est-ce que ça n'était pas une certaine façon de poser préalablement
socialement, aussi collectivement, un tous pareils, tous semblables, bon, etc., pas de problème, qui avait généré des formes de négation, de déni, d'aveuglement, de dissimulation, enfin tout ce que l'on peut voir entendre, qui se trouve évidemment mis en morceaux par ce qui a pu se passer. Donc c'est donc l'altérité qui, je pense, en tout cas c'est la voie que je prendrai, que je vous proposerai de prendre ce soir, qui est interrogée dans ces événements, et je dirais tout de suite beaucoup plus l'altérité que la différence. L'altérité et la différence, c'est pas la même chose. Si nous disons nous sommes différents, nous disons quelque chose, peut-être au niveau d'une singularité, mais si nous disons nous sommes autres, ou nous sommes pris dans des altérités, est-ce que nous ne disons pas quelque chose de plus, peut-être de plus essentiel, peut-être de plus effrayant, effroyable, que ce que nous disons quand nous disons que nous sommes différents? Je penserais pour ma part que dire nous sommes différents et nous sommes autres, c'est pas du tout la même chose, ça ne résonne pas dans la même force, dans le même courant, et que peut-être dire que nous sommes différents, ça serait déjà, ou ça risquerait déjà, de présupposer qu'il y a des différences, qu'il y aurait des différences, bien sûr qu'il y en a, que ces différences pourraient faire bon ménage, bonne figure, pourraient coexister, cohabiter, mais que dans ces différences, en somme, il y a peut-être quelque chose de la radicalité de la différence qui serait là aussi effacée, gommée, et qui empêcherait de voir l'altérité de la différence ou les altérités de la différence. Donc je m'axerai plus, c'est le chemin que je prendrai, sur cette question de l'altérité. Altérité, bien sûr, par rapport aux autres, mais altérité, comme le titre l'indiquait, et comme Jean-Daniel Causse l'a répété, altérité à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce que la psychanalyse nous dit de l'altérité? Puisqu'en somme, c'est en tant que psychanalyste que je viens vous parler, pas seulement, mais c'est à cette place en tout cas que vous me convoquez, que vous m'avez invité. Donc c'est de cette place-là, de ce lieu-là, que je parlerai. Alors la psychanalyse, Freud, essentiellement, quelques autres, et puis Lacan, elle part de l'autre. Elle part de la question de l'autre. Elle part de la question de l'autre, écrit chez Freud, par Freud, avec un A majuscule, ce qui est étonnant, provoquant, peut-être pas très laïque, pas très matérialiste, mais c'est comme ça qu'il l'écrit. Très vite, dans sa correspondance avec Fliess, c'est-à-dire dans les années 90, très peu, il y a simplement deux phrases, mais dont nous pouvons, dont je vous invite à mesurer tout le poids et toute la force. C'est du Lacan, mais c'est pas Lacan, la théorie est autre, c'est bien avant Lacan. Mais ce sont ces phrases que Freud écrit, je dirais presque dans l'élan de sa découverte et de la confrontation à ce qu'il ne sait pas encore, qu'il écrit dans cette correspondance. La première phrase, petit bout de phrase, c'est l'autre primordial, le grand autre primordial. Il désigne, en fait on ne sait pas très bien quoi. Le texte, la lettre est pas très très explicite, sinon pour dire que le primordial, l'essentiel, c'est l'autre. En somme, qu'il y a de l'autre avant chaque être humain. Ce qui maintenant est devenu, je pense, une idée beaucoup plus commune, beaucoup plus acceptable, à condition évidemment de la déployer, d'en mesurer toute la portée, mais que ça commence par l'autre. Autrement dit, aucun sujet n'est pensable
au moment où lui, Freud, découvrant l'expérience de l'inconscient, c'est-à-dire découvrant une expérience qu'il commençait seulement à pouvoir penser, mais en découvrant les outils pour le penser, mais assurément une visée, une écoute beaucoup plus profonde de l'être humain, un être humain pas réduit à sa propre conscience, pas réduit à sa connaissance de lui, pas réduit à ce qu'il peut dire de lui-même, mais habité, j'emploie exprès ce mot habité, et porté, mais aussi traversé et aussi malmené par des désirs, des paroles, quelque chose en quoi il ne peut se reconnaître qu'en ayant du mal à dire que ça vient de lui. Des voix, des rêves, qui rêvent, d'où viennent les rêves, les symptômes, d'où ça vient, j'y comprends rien, qui parle. Voilà. L'être humain, avec Freud, psychopathologiquement, il faut bien le voir, dans une souffrance et dans un certain nombre d'empêchements, et dans sa parole, se pose comme traversé par quelque chose d'autre, qui se déploie et qui se manifeste dans le registre de la parole. Donc, l'autre est primordial. Première thèse massive de Freud, qui après tout est une thèse lacanienne, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure, mais elle est de Freud. Deuxième occurrence de cette expression, grand autre, autre écrit avec une majuscule, de façon très, très étonnante, qui est celle-ci, le paranoïaque. Paranoïaque, au temps de la grande psychiatrie, c'est quelque chose qui avait un mot qui avait tout un poids clinique, toute une consistance, de violence aussi, de persécution. C'est une pathologie de la pensée, c'est pas une pathologie dégénérative. Le paranoïaque qui ne croit pas en l'autre, c'est-à-dire ce qui est le signe de sa folie, on pourrait dire que c'est une pathologie de l'altérité. C'est une pathologie de l'altérité à lui-même et de l'altérité aux autres. Ce qui pourrait le déstabiliser, ce à quoi nous sommes habitués, et nous faisons avec plus ou moins bien, mais quand même nous faisons avec, nous acceptons à peu près de ne pas savoir toujours ce que nous voulons dire ou ce que nous disons, même si nous sommes un peu dérangés, qu'on nous rattrape comme ça par la main ou au collet devant un lapsus ou devant un bafouillement ou devant une échappatoire, nous le supportons à peu près. Le paranoïaque, lui, ne le supporte pas. L'interprétation permanente, elle est absolument faite pour saturer. Dans la parole, tu me dis ça, mais tu veux dire autre chose. D'ailleurs, je le sais, ce que tu veux dire. Et je le sais avant même que tu le dises. Donc il y a une espèce de saturation de tout ce qui pourrait venir d'autre, d'altérité, à la fois dans sa propre parole, mais aussi dans la parole des autres. Le débat, la discussion, la controverse, voilà, tout ça le menace, défait son équilibre psychique, un équilibre qu'il a du mal à conserver. C'est pour ça qu'il n'arrête pas d'écrire, d'argumenter, de discuter, parce qu'il est toujours dans un déséquilibre permanent, dans une instabilité permanente, et il essaie toujours de contrôler l'incontrôlable. Mais il ne peut pas laisser de place en lui, dans sa société, à cette question de l'autre et cette question de l'altérité. Et c'est un signe pathognomonique pour Freud de ce qu'il appelle sa psychose ou sa folie. Voilà les deux premières occurrences de ce terme de grand autre dans les écrits de Freud en tant que tel, marqué une majuscule, écrit par une majuscule. Alors il y a là quelque chose d'inaugural qui va me permettre, parce que je crois que c'est essentiel, de vous rappeler, de vous développer ce que la position de la question de l'altérité pour les psychanalystes, en tout cas que nous sommes. Dans la ligne de Freud, je l'évoquais tout à l'heure, pour dire ça de façon plus affirmative, il y a une priorité de l'autre, un primat de l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a quelque chose d'autre
avant le sujet. Le sujet, il ne se crée pas lui-même, il ne naît pas tout seul, il n'invente ni sa langue, ni sa parole. Il y a chez tout être humain, chez tout enfant humain, une capacité potentielle, génétique bien sûr, à parler, mais un enfant à qui on ne parle pas est un enfant qui ne parlera jamais. Et s'il n'a pas parlé réellement, articuler des mots au-delà d'un certain âge, ou s'il vit dans un univers ou dans un environnement totalement dépourvu de parole, soit qu'il n'y ait aucune parole, soit qu'aucune parole ne s'adresse à lui, eh bien, il ne parlera pas. Donc, la parole, cette capacité essentiellement humaine, merveilleusement humaine, ce qui fait que je vous parle et que vous m'écoutez, elle vient de l'autre, elle vient des autres, elle vient des parents, de l'environnement, de la famille. Personne, nous ne pouvons pas parler si on nous ne parle pas. Et nous parler, c'est pas entendre des sons et des mots autour de soi, c'est pas saisir des informations, c'est même pas être simplement dans un échange, c'est être dans une adresse. Que la mère, les parents, s'adressent à l'enfant. L'appelle, comme on dit, l'interpelle. Toi, tu, le prénom, qui est cette adresse et cette interpellation. Et c'est à partir de cette interpellation, de ce qui vient de l'autre, c'est-à-dire des autres, que l'enfant, comme on dit, prend la parole. Il est dans un univers de parole, mais comme sujet, il prend la parole. Autrement dit, très simplement, mais il faut mesurer le poids de cette constatation, le tu précède le je. Il n'y a pas un enfant qui dirait je et puis qui brusquement passerait à la deuxième personne de la conjugaison ou du verbe, mais le je de l'enfant est une réponse à quelqu'un qui lui a dit tu. Donc, la parole, l'humanisation, l'humain, avec tout ce que la parole implique, se construit, se développe, s'installe dans cette condition-là, dans cette perspective, avec ce qu'on appelle un primat de l'autre, une priorité de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, en l'occurrence, plus précisément, le primat de l'autre ? Ça veut dire primat du langage, de notre langue, voilà, et puis aussi de notre culture, parce que les mots, c'est pas de l'information, c'est pas des étiquettes, c'est tout un art de vivre, d'aimer, de parler, de sentir. Et primat de la parole, évidemment, pas de langage sans parole, et pas de parole sans ce que les linguistes appellent un code, c'est-à-dire une grammaire, une structure, dont on voit très bien qu'on ne sait pas comment l'enfant l'apprend. On n'apprend pas la grammaire aux enfants. Mais il ne peut pas parler sans, pour ainsi dire, naturellement, très vite et de façon très surprenante, brusquement, articuler un conditionnel, un subjonctif, une nuance extrêmement subtile qui témoigne que l'apprentissage de la langue n'est pas l'apprentissage d'un vocabulaire, mais est l'apprentissage d'une structure, d'une organisation, avec tout ce que cette organisation comporte, tout ce qu'on appelle une langue. Autrement dit, là aussi pour dire les choses très simplement, et pardonnez-moi d'insister sur ces choses évidemment très simples, mais il faut que nous partions de là et que nous parlions de ça, un enfant n'apprend pas à parler. La parole, ce n'est pas un apprentissage. Bien sûr, il y a des enfants qu'on aide à parler, sous forme d'orthophonie et tout. Il y a des enfants à qui on apprend un certain nombre de choses, mais un enfant qui parle, il prend la parole, ou il n'apprend pas. Et tous les apprentissages ne pourront jamais avoir quelque effet que ce soit si cette question de la prise de parole, ce que nous appelons la question du sujet, puisque prendre la parole, c'est dire « je », se situer comme énonciateur dans une énonciation,
n'est pas déjà posée et n'est pas déjà inscrite. Alors c'est ça qui, pour nous, donc, pose véritablement, d'une façon fondatrice, la question de l'altérité. C'est-à-dire d'un monde dans lequel, qui nous fait humains, et dans lequel nous avons à nous inscrire. Inutile de dire, mais c'est encore mieux en le disant, que ce monde est un monde dans lequel habituellement, les êtres humains que nous sommes, les enfants que nous avons été, nous sommes à la fois attendus et appelés. Il y a un désir chez les parents, puis évidemment chez les grands-parents. Quelquefois chez les grands-parents, désirent un petit peu plus que les parents. Enfin bon, tout ça, ça s'arrange, plus ou moins. Il y a des prénoms, des noms, des attentes. Et l'enfant, il ne vient pas sans être porté par ces attentes qui se marquent toujours dans des termes et dans des mots. On ne choisit pas sa langue maternelle. On ne choisit pas sa langue maternelle. On peut refuser de la parler, mais on ne la choisit pas. Et quand on la parle, quelquefois on peut en parler une autre, et quelquefois on refuse d'en parler une autre. Mais il y a là quelque chose qui est que l'on peut choisir en refusant, mais que l'on ne peut pas choisir, qui n'est pas à disposition à partir du moment où on commence à se mettre effectivement à parler. Alors c'est dans ce mouvement, disons que Lacan a sans doute peut-être un petit peu plus formalisé que Freud, il y a beaucoup plus insisté que Freud, mais évidemment c'est dans Freud, que la question de l'altérité à la fois se pose et en même temps se divise, et en même temps se complexifie. Alors elle se complexifie de quelle façon ? Je vais rester dans les termes de Lacan. Elle se complexifie d'une façon telle que c'est impossible que je vous parle de ce dont je suis en train de vous parler sans faire la différence entre l'autre qui est le semblable, ou le père ou la mère, ceux qui sont familiers, les proches, les frères, les sœurs, les voisins, ce que Lacan appelle le petit autre, et puis bien sûr ce champ du grand autre. Parce que ceux qui nous parlent et ceux à qui nous parlons, qui sont toujours des proches et des voisins, ils parlent eux-mêmes au nom de quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont portés, construits dans le langage eux-mêmes, et ils se réfèrent, pour que nous puissions les écouter, et pour que ce qu'ils nous disent ait véritablement un sens, au langage en tant que tel, c'est-à-dire à cette dimension, effectivement, du grand autre. Donc, automatiquement, la question de l'altérité, on ne peut pas la poser sans qu'on se dise « mais qu'est-ce que ça veut dire altérité ?» La question de l'autre, on ne peut pas la poser sans qu'on commence à diviser, réfléchir sur la question de l'autre et peut-être sur la question des autres. Donc voilà quelque chose de majeur et d'essentiel que nous reprenons, nous, psychanalystes, sous la forme de la distinction entre la parole et le langage. La parole, pour qu'il y ait parole, il faut que quelqu'un nous parle. Le langage ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'adresse à nous. Mais pas de parole sans cette organisation étrange, complexe, que l'on commence tout le temps, tout doucement à débrouiller, que nous appelons le langage, qui est en fait une culture, qui est vraiment toute la saveur, la puissance, l'étrangeté, le mystère aussi, des mots, et qui font ce réseau de mots que l'on trouve dans un dictionnaire et qui font aussi qu'une langue est vivante, se transforme, dégénère, qu'une langue est toujours autre à elle-même, autre qu'elle-même. Une langue est vivante. Une langue, elle est travaillée par l'altérité. On n'arrête pas de voir, on réforme l'orthographe, on supprime des mots, on supprime des tournures, on dit ça c'est du français, ça c'est pas du français. Et on voit très bien que dans ce débat,
se déploie la question de l'altérité de la langue à elle-même. Et le maximum de l'altérité de la langue à elle-même, elle s'exprime par exemple dans toute l'histoire que portent les mots. Histoire bien sûr de chaque langue, mais histoire aussi étymologique. Tel mot vient du latin, de l'espagnol, voilà, du grec évidemment. Il a une résonance. Et dans cette altérité, il y a quelque chose qui se creuse, qui enrichit, etc., qui se vide de son sens aussi, qui fait qu'à un moment donné, des mots qui étaient magiques perdent complètement leur magie, qui font que là où était la poésie, il n'y a plus rien. Ça s'affadit, ça devient muet, ça devient vide, ça ne parle plus et ça ne nous parle plus. Donc on supprime, où il y a des mots qui tombent, et puis il y en a d'autres qui inventent, comme si une langue vivante, justement, était toujours dans le mouvement de débattre et de se débattre avec ces différentes altérités, si on peut dire. Elle invente, elle vit, elle meurt. Il y a trop de mots anglais. Il y a un langage qui s'impose. Et dans toute cette vie de la langue, ce sont toujours des enjeux symboliques qui se manifestent. C'est pas du tout quelque chose qui serait simplement une commodité ou qui serait simplement un usage. Si on le dit en anglais, pourquoi on le dit en anglais? Pourquoi on ne le dit pas en français? Alors quelquefois, il y a des mots anglais qui disent les choses merveilleusement. Quelquefois, il faudrait peut-être se donner un peu de mal. Et puis, il y a des forces politiques, pédagogiques, éducatives, qui sont aussi en jeu, et qui, dans ce rapport à la langue, mettent en jeu des pouvoirs, des enjeux politiques, des identités. Est-ce que pour l'intégration, l'assimilation, il faut changer la langue ou pas? Enfin, tout cet ensemble de questions évidemment fondamentales, où on voit que c'est toujours le statut de l'altérité qui est en jeu. Est-ce qu'il faut qu'une langue soit trop compliquée pour un enfant ou trop simple? Bon, ça pose plein de questions. Les enfants qui naissent dans des pays frontières, voilà, France, Espagne ou Catalogne ou France, Pays Basque, ils parlent assez commodément deux langues. C'est assez compliqué. Moi, je connais bien un bout de la France qui est près du Pays Basque. Je vous jure que le basque, c'est assez compliqué. Enfin, ils se débrouillent aussi avec ça. Alors pourquoi faudrait simplifier? Est-ce que l'altérité, elle est porteuse? Est-ce que l'altérité, elle est dangereuse? Mais tout ça pour dire que cette question de l'altérité traverse complètement la langue. Voilà, quand j'étais petit, je lisais des romans qui s'appelaient le Club des 5. Et cette semaine, un ami me dit que dans les nouvelles éditions du Club des 5, là où les enfants disaient « nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous allons faire ci, nous allons faire ça », on avait supprimé, on mettait « on ». On va faire ci, on va faire ça, on a dit ci, on a dit ça. Comme si c'était trop compliqué pour des enfants de distinguer entre le « on » et le « nous », et qu'on décidait de dire « on », ce qui est quand même pas rien, parce que c'est quand même un impersonnel, là où le « nous » et le « on » déployaient quand même des rapports sociaux, mais aussi des rapports familiaux, puis aussi une solidarité dans la parole. Nous avons dit que, ou on a dit que, on ne sait pas qui c'est, qui comporte des enjeux justement identitaires, d'énonciation, de désir, qui sont quand même extrêmement très forts et qui ont à voir avec notre statut, évidemment, de sujet. Donc la langue, c'est tout cet ensemble de choses dans lequel une pensée du sujet, de la communauté et de la politique, d'une façon ou d'une autre, se trouve être effectivement en jeu. La parole, c'est autre chose. Pas de parole sans langage. Mais la parole, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus singulier, beaucoup plus interpellant, qui présente l'altérité beaucoup plus sous la forme de personnes ou d'individus ou de personnages. Mais c'est dans ce champ que ce type de difficulté se déploie. Donc, petit autre,
grand autre, hein, l'altérité, elle est toujours en crise véritablement avec elle-même. C'est pour ça qu'il me semblait tout à l'heure qu'une certaine façon de parler des différences pourrait, en tout cas c'est l'hypothèse que je forme, pourrait être dans le mouvement de stabiliser les altérités. D'ailleurs, ce n'est pas la même chose, ça s'entend tout à fait. Quand nous disons, quand je vous dis ou quand vous dites nous sommes autres les uns aux autres et nous sommes différents, on n'entend pas la même chose. Hein, on ne dit pas la même chose. Hein. Alors, on dit aussi peu la même chose que ce n'est pas du tout la même chose de dire je suis différent de moi-même, ce qui d'une certaine façon est vrai, si on suppose que ce moi-même, c'est une image de soi ou une espèce de construction qu'on a qui ne colle pas toujours avec ce qu'on est en réalité. Si je dis je suis autre que moi-même, alors là, on est dans Rimbaud, hein, je est un autre. Et c'est brusquement une autre dimension tout à fait différente qui se déploie et qui interroge la source ou les sources mêmes de la parole en nous. Parce que je est un autre, ça veut dire je quand je parle et quand je fais de la poésie et quand j'écris des vers, eh bien, je ne sais pas très bien qui je suis. En tout cas, ce n'est pas moi qui parle. Hein, je suis saisi d'une inspiration ou d'une source de parole qui me révèle assez radicalement autre à moi-même, y compris dans ce que je peux avoir de plus poétique, de plus créatif, de plus riche, de plus évocateur, et peut-être aussi de plus essentiel à l'humain en tant qu'humain. Alors, la psychanalyse a ces différents éléments dont on peut dire qu'elle les a découverts, les uns après les autres, au long de sa pratique et de sa clinique, qui n'est qu'une pratique de parole. Nous sommes, en tant que psychanalystes, nous ne faisons qu'écouter quelqu'un qui parle. C'est une clinique de la parole et une clinique de l'écoute. Comment se fait-il que cette clinique ait, sur certains points, tant de pouvoir ? Et comment se fait-il que cette clinique révèle tant de choses de l'essentiel de ce que c'est qu'un être humain, de ce qu'il sait, de ce qui, évidemment, de ce qu'il ne sait pas. Donc, la parole se déploie là aussi dans cette altérité. Et alors, évidemment, la psychanalyse avec Freud en a rajouté. Elle en a rajouté pourquoi ? Parce qu'elle a constaté que la plupart des symptômes, vous voyez, je suis prudent, en tout cas ceux auxquels se confrontait Freud, étaient en fait des paroles, c'est-à-dire étaient des messages. Et que les symptômes dans le registre de la pathologie n'étaient qu'une façon de s'adresser à quelqu'un, mais alors à qui ? On ne sait pas. Et c'est une part de nous aussi qui parle. C'est parce que les symptômes sont faits de paroles que nous pouvons les interpréter. Et c'est parce qu'il y a là quelque chose de vrai que le fait d'interpréter un symptôme permet à ce symptôme de disparaître. Comment, si le symptôme n'était pas fait de paroles, pourrait-il disparaître simplement parce qu'on l'écoute et simplement parce qu'on l'interprète ? Et impossible de penser cette dimension symptomatologique sans la référer, bien évidemment, c'est ça la découverte essentielle de Freud, à cette dimension de l'inconscient, dont le chemin royal est les rêves. Interprétation des rêves, texte fondateur de la psychanalyse, et importance des rêves pour révéler ou donner accès au plus intime de chacun, si on considère que le plus intime de chacun, ce qui peut être un peu troublant ou inquiétant, n'est pas simplement ce que nous pensons penser, n'est pas simplement ce que nous désirons dire, ne réside pas simplement dans nos valeurs ou dans nos déclarations, mais est aussi dans une pensée inconsciente, c'est-à-dire une pensée que nous ignorons, à laquelle nous n'avons pas d'accès direct, sinon
sous une forme transformée. C'est ça un rêve. Il a apparemment une cohérence, quelquefois il n'en a aucune, et on défait cette cohérence, évidemment, qu'en l'interprétant. Donc la découverte, si je peux dire, de Freud, ou le dégagement de Freud, c'est la présence dans le sujet humain de cet autre que représente l'inconscient. Et le fait d'imposer la reconnaissance que cet inconscient, c'est le sujet, c'est peut-être le cœur du sujet. Ce que nous avons du mal à supporter, mais en même temps, ce qui est une vérité pour nous et qui parle en nous. Il y a là toute une ligne de questions autour de mais pourquoi nous parlons? Qu'est-ce qui nous fait parler? D'où vient la parole? Et qui parle en nous? Voilà, tout cet ensemble de questions qui ouvre complètement cette question de l'altérité. Alors, à ces remarques un peu générales, enfin, il faut ajouter qu'au fond, peut-être plus avec Lacan qu'avec Freud, la psychanalyse a franchi plus clairement qu'avant un pas. C'est-à-dire que Freud, dans sa découverte de l'inconscient et dans son écoute des patients, il a plus inscrit l'altérité dans la dimension du sexuel. L'enfant pervers polymorphe, altérité de la différence des sexes. Au fond, la première thèse de Freud, c'est l'altérité, c'est le sexuel. Ce que nous rejetons, ce qui nous embarrasse, ce qui est peut-être assez inassimilable, parce que le sexuel, c'est aussi du corps, des pulsions, du désir, ce qui fait partie de nous, mais ce qui nous encombre, c'est le sexuel. Et c'est la différence des sexes. Avec Lacan, bon, je vous passe un peu les intermédiaires, les choses se sont d'une certaine façon radicalisées et peut-être mieux radicalisées. Parce qu'au fond, avec Lacan, l'altérité, c'est le langage. C'est le fait que nous parlions, c'est le fait que nous soyons pris dans le langage, c'est le fait que le langage et la parole nous éloignent des choses, ne nous mettent pas en prise directe avec ce dont nous parlons. Nous ne sommes pas toujours satisfaits, les mots ne viennent pas, nous n'arrivons pas à dire, il y a de l'impossible à dire, nous ne savons pas comment dire. C'est le langage qui fabrique véritablement de l'altérité et qui est le support de cette altérité radicale. C'est pour ça que, reprenant ce que je disais tout à l'heure, j'insiste sur cette différence entre différence et altérité. Il y a une différence sexuelle, bien sûr, mais cette différence sexuelle, on voit bien, elle est prise dans l'altérité du langage. Et cette altérité que représente le langage, cette spécificité du langage, cette organisation du langage, à la fois elle complique et elle enrichit la pensée que nous avons de la différence sexuelle, mais elle permet à cette pensée d'évoluer, de se modifier et de ne pas se réduire à quelque chose qui serait que de la différence des sexes, mais qui touche effectivement l'idée que nous nous faisons de ce que c'est qu'un être humain. Et sur ce point, puisque je parle de l'altérité du langage, et mon propos ne le serait pas complet, en tout cas si je ne l'évoquais pas, c'est en ce sens-là que la psychanalyse est oedipienne, même si les pensées de l'Oedipe se modifient jusqu'à un certain point, mais restent malgré tout essentielles comme référence de la psychanalyse. Parce que qu'est-ce que c'est que l'Oedipe ? Ce n'est pas du tout une affaire de papa et maman. C'est une affaire qu'il faut bien que les mots aient un sens. Il faut bien que pour un enfant, papa, ça veuille dire quelque chose, et pas maman. Il faut bien que maman veuille dire quelque chose. Il faut bien que les mots qu'il emploie aient un minimum de sens. Et un minimum de sens différentiel. Qu'il n'appelle pas son père, sa mère, ses frères et sœurs, et puis tout le monde, de la même façon, avec le même mot. Pour que les mots soient différents, il faut que les choses soient différentes.
Et pour que les mots soient différents, ils ne peuvent pas être différents sans entrer dans un système de distinction qui est aussi un système d'interdit. C'est-à-dire dans un système qui fait que les parents, les enfants, ce n'est pas la même chose, ça ne s'appelle pas de la même façon, donc il y a une différence de génération. Que cette différence de génération, bien sûr, il s'agit de savoir comment on la pose, première différence, et qu'évidemment, il y a une différence des sexes, et que cette différence des sexes ne peut pas se poser sans effet d'interdit. Après tout, qu'est-ce que c'est qu'un père? Bien sûr, beaucoup de choses. Bon, ça devient parfois assez problématique aujourd'hui entre les différents pères, hein, le père géniteur, celui qui élève, etc. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une mère? Bon, c'est un peu plus sûr, enfin, quoique la science aussi fait des progrès ou permet des usages qu'on avait avant. Mais en tout cas, celui qui se dit père, c'est un homme qui ne touchera pas à sa fille. Ça donne un sens concret au mot. Hein, que ce soit le père adoptif, le père géniteur ou un autre, ça veut dire quelque chose. Que veut dire le mot mère? Ben, le mot mère prend du sens, hein, ce n'est pas un mot dans le dictionnaire, il prend du sens non seulement dans une affirmation, mais aussi dans des conduites, hein, dans des comportements qui sont marqués par ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Après tout, un père, on sait peut-être plus ce qu'il ne fait pas que ce qu'il fait. Et peut-être une mère aussi. Mais il y a là quelque chose qui donne du sens aux mots. Parce qu'un enfant qui apprend à parler, il n'apprend pas un vocabulaire. Il apprend des mots. Mais il ne peut pas apprendre les mots sans apprendre le sens de ces mots. Or, qu'est-ce qui donne au sens? Qu'est-ce qui donne du sens aux mots? Ben, ce qui donne du sens aux mots, c'est qu'il croit ses parents. Que quand le père dit « je suis ton père », après tout, pourquoi est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça veut dire qu'y croire? Ben pour que l'enfant y croit, il faut que ça se manifeste par un certain parole, un certain nombre de liens entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et pour la mère, de la même façon. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Les enfants disent « t'es pas ma mère, t'es pas mon père, t'es plus ma mère ou t'es plus mon père ». Bon, c'est tragique, marrant, pénible, etc. Mais ça ne remet pas en cause une filiation. Mais dans les premiers temps du langage et de l'apprentissage, c'est le sens même des mots qui se trouve mis en cause. Donc on n'apprend pas une langue sans apprendre la vérité des mots, le poids des mots, et sans apprendre à avoir confiance dans ses parents, pas au sens de la confiance plus tard, mais au sens de ce qu'un mot veut dire. Les parents apprennent aux enfants à avoir confiance dans les mots avec lesquels il leur parle. C'est-à-dire donne un sens à ce qui est du mensonge et à ce qui est de la vérité. Pas de vérité sans mensonge, mais justement, hein, beaucoup de choses se jouent entre un mensonge qui n'est pas une perversion, bon, pas toujours simple, une vérité, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est essentiel pour un enfant d'apprendre à mentir, hein, c'est très soulageant pour lui, parce que ça lui montre que son psychisme est différent de celui de sa mère ou de son père, étant donné que les petits-enfants pensent plutôt que les parents savent tout. Hein, donc quand ils commencent à mentir ou à dissimuler, c'est pas qu'ils dissimulent ou qu'ils se cachent, c'est qu'ils se séparent et qu'ils s'individualisent. Hein, et ça a une capacité de différenciation, de séparation, mais aussi de libération qui est tout à fait majeure. Donc, avec le langage et porté par une parole, c'est le sens des mots et le sens de la relation qui est effectivement en jeu, c'est-à-dire cette dimension que nous appelons la dimension de la vérité. Hein. Apprendre à parler, c'est aussi se poser la question de la vérité et savoir un peu ce qu'est le mensonge, et peut-être aussi un peu ce qu'est la perversion. Donc, tout ça, vous voyez, c'est pour ça que je vous fais le commentaire dans cette direction-là. On ne peut pas le dire si on ne réfléchit pas sur le langage et la parole. D'ailleurs, on n'en parle pas du tout de la même façon. Hein, on ne dit pas les mêmes choses et on ne transmet absolument pas les mêmes choses. Mais dans ce mouvement, ou plutôt à ce mouvement, ou à ces éléments, à cette dynamique,
il faut ajouter autre chose qui du coup est un petit peu plus troublant, voire un petit peu plus inquiétant. Ce qui est un petit peu plus troublant et inquiétant, c'est que ce qui est étranger, ce qui nous dérange, et ce qui est profondément autre, c'est-à-dire cet aspect dérangeant de l'altérité, parce que nous aurions tendance, et moi-même en vous parlant, à faire de l'altérité quelque chose de trop familier, à quoi nous serions trop habitués, et presque de rassurant. Mais il ne faut jamais oublier que dans la vie psychique, l'altérité, le premier contact avec l'altérité, elle est persécutante. La première relation avec l'altérité, c'est une persécution. Le premier contact avec l'étranger, on le voit très bien chez les enfants, chez des petits-enfants, ce sont des mouvements de haine, des mouvements de rejet, qui ne sont que l'envers de mouvements de panique et de peur. Donc, le différent ou l'autre, s'il est reconnu comme vraiment autre, c'est-à-dire pas soi, se reconnaît dans la violence et quelquefois dans la haine. Qu'est-ce que c'est que la haine ? La haine, c'est la première reconnaissance de quelque chose à quoi on ne peut rien. On n'a pas de prise, c'est autre, c'est extérieur, c'est l'objet, ça menace. Et on voit tout le mouvement psychique des enfants, que les enfants ont besoin de faire, puis aussi les adultes aussi, puis aussi nos sociétés aussi, pour, sans se mentir, dépasser ce choc d'une altérité qui apparaît à la fois comme inassimilable dans un premier temps et dangereuse dans un second temps, et dépasser ce moment de haine. Dans la clinique, dans la psychopathologie, nous sommes habitués à nous trouver confrontés en analyse ou avec des enfants à ces moments persécutants. Dans une analyse ou dans des thérapies d'enfants, il y a toujours, assez souvent, des passages par la persécution. Et ces passages par la persécution sont très souvent le premier moment de la reconnaissance de quelque chose d'autre qui n'était pas prévu au départ. Quand le père est le père, qui n'est pas la mère, il y a là quelque chose qui peut inquiéter, persécuter. Quand il y a un grand frère, un petit frère, une petite sœur qui vient, bien sûr c'est assez souvent recouvert, mais ça inquiète, ça persécute. Et tout le mouvement psychique, pas facile à faire quelquefois, consiste à aller au-delà de ce premier moment, de ce premier temps de reconnaissance de l'altérité sous le mode de la persécution, que l'on subit ou que l'on donne, pour passer à un second temps, qui est un temps de reconnaissance, qui est un temps d'intégration, un temps de laisser la place à ce qui est l'autre, les hommes, les femmes, puis aussi les autres, autres langues, autres peuples, autre histoire, au-delà de la persécution. Mais au-delà de la persécution potentielle, au-delà du choc potentiellement persécutif, c'est-à-dire excluant, se déploient d'autres questions. Il y a quelque chose dans le plus aigu de l'altérité qui pousse à exclure, justement parce que c'est autre et qu'on veut rester le même, ou qui frise la persécution. Et psychiquement, c'est très important dans certaines cures ou dans certaines crises de pouvoir traverser cette persécution pour aboutir à une acceptation, à une intégration ou à faire avec ces altérités. Mais le fait de traverser ces temps et ces moments de persécution, ça ne peut se faire psychiquement, mais aussi socialement et politiquement,
que si nous entrons dans une dimension ou dans des dimensions qui sont celles de la culpabilité, de la dette, du faire avec ou du faire ensemble, c'est-à-dire de la construction d'un certain nombre de liens au sein d'une famille, mais aussi politiquement, aussi dans d'autres circonstances, où nous reconnaissons, où nous mettons en mouvement quelque chose que nous avons perdu, parce qu'impossible de reconnaître l'altérité sans perdre quelque chose de soi, en tout cas de sa singularité en un sens, ou de son unicité en un sens, et sans reconstruire le lien avec les autres, avec ceux qui a persécuté, sous le mode, comme je le disais tout à l'heure, d'une intégration ou d'un vivre ensemble, qui suppose qu'il y ait un registre de la dette, c'est-à-dire d'une transmission de ce qu'on est censé se devoir, de ce qu'on accepte de perdre pour gagner quelque chose, et donc de ce franchissement, de ce moment persécutif, qui est toujours un moment où on ne peut rien perdre. Le moment de la persécution, c'est le moment de la perte impossible. Parce que la perte, elle est trop entamante, elle est trop essentielle, elle est trop vitale, elle est trop insupportable, et à ce moment-là, risque de s'éployer, c'est lui ou moi, ou c'est eux ou moi. Et le franchissement de ce premier choc de l'étrangeté, mais là je pense à des cliniques d'enfants, suppose la négociation de ce registre de la perte, de la dette, de ce que nous, psychanalystes, nous appelons la castration, dans les différents registres dans lesquels nous employons ce mot. La castration, au fond, n'étant jamais qu'une forme de symbolisation ou de négociation de l'altérité et avec l'altérité. On ne peut pas reconnaître l'altérité sans en être entamé et sans y perdre quelque chose. Et la première perte, elle est vécue sur le mode de l'exclusion. On voit très très bien les régimes de l'exclusion. Comment passer de ces régimes de l'exclusion à d'autres régimes, qui ne sont pas forcément des régimes d'intégration, mais qui sont des régimes dans lesquels la persécution, exclusion est mise à l'écart, bien qu'elle risque toujours d'être potentiellement là, ou éventuellement de potentiellement revenir. Alors de ce point de vue, et dans la ligne de ce que je vous ai dit jusqu'à présent, on voit bien que ce qu'apporte la psychanalyse, au fond ce en quoi consiste notre métier, ce que nous faisons dans notre clinique, ce que nous invitons les patients à faire quand nous leur demandons de se laisser aller à parler, d'associer, et quand bien sûr nous leur parlons, c'est de recréer de l'altérité là où il n'y en a plus. C'est-à-dire nous accueillons des patients qui sont pris dans une altérité persécutive ou pris dans une absence d'altérité, et en les invitant à parler, dans certaines conditions, nous leur demandons d'accepter d'entrer dans un mouvement, dans le cadre d'une cure, où ils acceptent de ne plus très bien savoir ce qu'ils vont dire, de ne plus très bien savoir qui ils sont, de ne plus très bien savoir ce qui les pousse, ce qui les meut, ce qui les passionne, ce qui les saisit, de ne plus très bien savoir ce que veulent dire leurs rêves, dit d'ailleurs leurs symptômes, et en entrant dans ce mouvement, de faire fonctionner l'altérité, non pas comme un système clos, fermé, bouclé à jamais, comme si on savait ce que c'est que l'altérité.
comme si on savait ce que c'était que les autres, mais au contraire, dans la parole, et dans le mouvement même de la parole, de recréer le vide de l'altérité qui va relancer toute la vie psychique, qui va relancer les associations, qui va relancer l'intérêt pour soi-même et pour les rêves, qui va relancer aussi l'invention et la créativité, et qui va redonner une vie à cette altérité qui est toujours en train de se boucler sur elle-même, qui est toujours en train de se figer, qui est toujours en train d'être trop identifiante, c'est-à-dire trop fabricante d'identité, ou trop excluante. Parce qu'évidemment, l'altérité, une fois qu'on y rentre, ça fabrique de l'identité, et on sait qui on est, et quelquefois on pense savoir qui on est, bien sûr en ne voulant rien savoir de ce que les autres sont. Donc, c'est là où la cure analytique et la technique analytique et évidemment la psychanalyse est un des éléments, c'est pas du tout le seul, il y a l'art aussi, qui interroge à travers les formes académiques de l'art, à travers la création de nouvelles formes, à travers toute l'invention artistique, qui ne fait pas que déranger, bousculer ce qui est, mais qui recrée de l'altérité, et donc du non familier, et donc du créatif, mais aussi du beau, là où toutes les conventions et toutes les aires académiques réduisent l'altérité, réduisent le beau, réduisent tout, pour en faire quelque chose de sinistre, enfin de mort, où plus rien ne se dit, et évidemment, plus rien n'existe. Mais cette altérité dont je vous parle, enfin dont parle la psychanalyse, et qui est sous toutes ses formes au cœur de notre métier, et que nous essayons de recréer sans cesse avec d'autres, qui par conséquent a aussi une valeur politique, bien évidemment, toutes les dictatures suppriment la psychanalyse, de la même façon que les dictatures restreignent l'enseignement de l'histoire, enfin tout ce qui peut donner une résonance à la parole d'un sujet et l'inscrire dans son histoire. Donc cette altérité, cette reconnaissance de l'altérité ne peut pas se faire sans un certain nombre de conséquences. Et ce sont ces conséquences que je voudrais tout simplement dire, rappeler, énumérer devant vous au terme de cet exposé. La première conséquence, c'est maintenir la différence entre parole et langage. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire sauver la parole, avec ce que la parole a de risqué, d'inconnu, de questionnant sur d'où elle vient, mais aussi de rappeler que nous parlons parce qu'on nous a parlé, et que si nous ne parlons plus, et si on ne nous parle plus, il y a quelque chose de notre humanité qui se défait, qui meurt, et bien sûr de l'altérité qui disparaît. Mais évidemment, qui parle? Qui a commencé à parler? Qui parle pour la première fois? Voilà. Bon. Et dans cet écart entre parole et langage, il y a bien sûr d'autres écarts qui sont présents entre la parole et l'écrit. Est-ce qu'un écrit, c'est quelque chose dont on ne parle pas, qu'on ne peut pas commenter? Quelle est la valeur de la parole dans l'écrit? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres lectures, d'autres paroles? Est-ce qu'un écrit, ça parle, ou est-ce qu'un écrit, c'est fait pour que ça ne parle pas? Tout cet ensemble d'enjeux dont vous saisissez très très bien la profondeur, mais qui n'existent que dans la mesure où parole et langage, parole et écrit sont distingués dans ce qu'ils ont d'essentiel et d'irréversible pour constituer l'humain. La deuxième conséquence, qui est majeure, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de la vérité. Parce qu'après tout ce grand autre dont je parlais, il ne vous a pas échappé qu'il a été très souvent personnifié dans l'histoire humaine. Que ce soit Dieu ou que ce soit une identité transcendantale. Difficile d'imaginer un grand autre sans le personnifier.
difficile d'imaginer en somme la transcendance de la parole, parce que c'est effectivement quelque chose qui nous échappe et qui reste à jamais autre, hein, sans incarner cette transcendance d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passe quand cette transcendance n'est plus incarnée et moins incarnée? Est-ce que nous pouvons maintenir la transcendance sans l'incarnation? Bon, vous voyez là poindre, ce n'est pas le sujet de ma conférence, évidemment toute la question du religieux et tout le virage très, très intéressant qui s'opère dans notre société, qui est une société en somme qui a voulu se penser dans l'exclusion du religieux et qui est en train de se penser non pas en réintégrant le religieux, ce n'est pas une affaire de croyance, mais en pensant le religieux comme une des dimensions essentielles de l'homme et en s'interrogeant sur ce qui parle dans le religieux. Alors il y a là autour de ces notions de transcendance aussi une interrogation sur le vrai. Le vrai, c'est pas l'exactitude. Le vrai, c'est toujours parce que attaché à une parole. Quelque chose est vrai, toujours parce que quelqu'un l'a dit. Mais évidemment, la question demeure, c'est qu'est-ce qui prouve que ce que quelqu'un a dit est vrai? Et puis vrai comment? Vrai de façon absolue, vrai pour lui. Quelqu'un peut vraiment parler et dire quelque chose qui n'est pas vrai. Bon. Donc il y a là tout un champ qui s'ouvre et qui touche à la garantie de la parole. Et qui fait qu'au fond, la dernière garantie de la parole, même si elle peut être mensongère, même si elle peut être perverse, c'est toujours parce que quelqu'un l'a dit. C'est la force et la faiblesse de la parole. Sa faiblesse, parce que si quelqu'un ment ou si quelqu'un trompe, on a du mal à ne pas avoir été pris dans les mensonges ou dans les manipulations. Mais c'est aussi sa force, parce que, au fond, on ne peut croire. C'est l'envers de ce que disait Freud du paranoïaque. Freud, le paranoïaque, c'est quelqu'un qui ne croit pas à la parole. Non pas qu'il faille croire à la parole, mais qui ne s'ouvre pas, sinon en craignant je ne sais quelle catastrophe psychique, à ce que la parole a à la fois de fort et de puissant, mais la parole des parents, et en même temps de profondément inquiétant. Qu'est-ce qui prouve que mon père ou ma mère me dit la vérité? Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont me croire? Toute cette espèce d'abîme qui est au seuil de l'intersubjectivité, qui est au seuil des rapports que nous avons les uns avec les autres, mais qui, d'une certaine façon, se présente sans garantie. Voilà, sans garantie. Alors vous voyez bien, dans nos sociétés, qui sont laïques, qui sont diverses, qui ne veulent pas redevenir religieuses, mais qui acceptent de reconnaître le fait religieux, quel lien humain entre nous devons-nous construire et maintenir? Quelle communauté humaine devons-nous construire pour que nous puissions garder vivant la question de la vérité et la question qui nous relie, sans recourir à une transcendance? Parce qu'à ce moment-là, ça se rebouclerait. Mais en gardant la transcendance de la parole, et en essayant de construire dans la reconnaissance de l'altérité, parce que ça passe toujours par là d'une façon ou d'une autre, des liens, et des modes de lien et de discussion entre nous qui puissent nous garder forts, là où, s'il n'y a plus de garantie, l'angoisse et la faiblesse peut prendre sa place. La vérité, elle est forte, mais elle est faible puisqu'on peut nous mentir. Alors comment construire une société où cette fragilité, cette absence de garantie, ou cet relativisme des garanties, ou cette réflexion sur la garantie peut trouver sa place avec une réflexion sur l'altérité, sans nous faire retomber dans les excès et aussi l'effrayant d'autres modes de traitement de la question de l'altérité. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de m'avoir écouté.
Voilà, merci beaucoup, Patrick, de tout ce... Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est un parcours, c'est plutôt la façon dont tu as déployé toute une série de perspectives, de problématiques autour de cette question de l'altérité, de l'autre, du semblable, de la vérité, avec à la fois des aspects qui touchent à la pratique analytique, disons, à la clinique analytique, et puis les éléments anthropologiques, sociaux, politiques, etc. Tout ça a été tout à fait important. Je vais seulement, puisqu'au fond c'est l'usage, peut-être poser une question, enfin dire une ou deux choses et puis poser une question très rapidement avant d'ouvrir la discussion de manière plus générale. Je pensais en t'écoutant qu'il y a toute cette question du grand autre que tu as évoquée en différence avec la question du semblable, du petit autre, etc., notamment chez Lacan. Évidemment, chez Lacan, il y a cette idée centrale chez lui que l'autre est un lieu, quoi. C'est-à-dire il le pense en termes topologiques, c'est-à-dire au fond, c'est une instance. Le grand autre est une instance dans le sens où c'est le lieu où on parle. C'est à partir de ce lieu où on commence à parler. Dans ce lieu-là, on commence à parler. Donc, évidemment, il n'y a pas du tout l'idée d'avoir une personnification directe, c'est-à-dire d'identifier le grand autre avec telle ou telle figure, mais que dans ce lieu de l'autre, des figures viennent s'installer. C'est plutôt ça, évidemment, qui est en jeu. Et c'était le sens, il me semble-t-il, de la fin de ton exposé, c'est-à-dire d'essayer de montrer combien il était nécessaire que dans ce lieu de l'autre, des figures multiples, après tout, viennent là, tour à tour, parler, s'installer, etc. Voilà. Et alors, il y a deux choses qui me venaient, évidemment, en t'écoutant. La première, c'est je voudrais revenir sur quelque chose que tu as évoqué à un moment donné qui me semble très important, mais sur lequel je voudrais t'entendre peut-être encore un petit peu plus, parce qu'au fond, on est toujours dans notre culture, dans nos sociétés, avec l'idée que l'altérité, c'est bien sûr un peu compliqué, que évidemment il faut apprendre à connaître l'autre, etc., mais que fondamentalement c'est bénéfique. Il y a cette idée fondamentalement que derrière la notion même d'altérité, on entend forcément quelque chose qui est une dimension dans laquelle ça enrichit, c'est porteur, etc. Et tu as rendu attentif à un élément qui me semble central et qui est sans doute constamment, qui fait l'objet d'une dénégation, on pourrait dire sans arrêt dans notre époque, qui est au fond qu'il y a quelque chose qui est dans l'autre lui-même un insupportable. C'est-à-dire qu'il y a dans l'altérité peut-être d'abord quelque chose qui nous confronte à en nous-mêmes quelque chose d'insoutenable et peut-être même d'insupportable. C'est-à-dire que finalement être confronté à l'altérité, c'est s'approcher, et c'est peut-être ça aussi qui se passe dans la psychanalyse, c'est s'approcher aussi en soi-même de quelque chose dont nous ne préférions rien savoir, que nous avons recouvert de tas de choses pour ne pas s'en approcher, que finalement nous travestissons finalement avec des idéaux, etc., mais qui est quand même cette dimension, cette part-là, toujours un peu énigmatique, toujours un peu mystérieuse. Voilà. Et du coup, au fond, alors il y a évidemment toute une dimension clinique, mais au fond, la question sociale et politique qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça, on ne le prend plus en compte ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand finalement, on ne veut plus rien savoir de ça du tout ? Et quand... alors j'ai des idées évidemment sur la question, mais c'est toi que je veux entendre. Et quand effectivement cette part-là qu'on peut bien appeler altérité, en réalité, qu'on peut bien altérité, mais que cette part-là, qui n'est pas la seule, mais enfin, qui est quand même celle-ci, qui nous trouble, dont on voit bien qu'elle est là, mais qu'on ne sait pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas assimilable, qui est compliqué, etc. Qu'est-ce qui se passe quand finalement tout ça, on préfère... parce qu'au fond, d'une certaine manière, il y a toujours eu quelque chose qui fait que même si, évidemment, on préfère pas trop s'approcher de ça, ça a toujours été présent comme une dimension fondamentale dans le champ social. Et au fond, qu'est-ce qui se passe quand ça, au nom d'une certaine idée de l'humain, d'une compréhension de l'humain, du monde, etc., on ne peut pas s'en approcher. Je pense alors, je le greffe tout de suite à l'autre question, mais parce que c'est tout à fait lié, mais c'est lié à ce que je dis à l'instant.
dans la dimension de cette dimension de l'autre comme lieu, tu as insisté, parce qu'au fond c'est la même chose, sur le fait aussi, enfin c'est la même chose, c'est proche en tout cas, sur le fait que l'enfant, enfin l'humain de manière générale, avait d'abord affaire à l'autre comme une instance qui est une instance non pas familière, accueillante, etc., mais plutôt persécutrice. Oui. Bon. Et du coup, ça signifie bien quelque chose du langage lui-même, c'est-à-dire que cette idée que le langage comme lieu de l'autre est un lieu dans lequel, comme lieu d'altérité, est un lieu qui après tout n'est pas forcément accueillant d'emblée. Voilà, c'est-à-dire que, et que finalement, comment on fait aussi du coup pour que cette dimension de l'étrangeté du langage lui-même finalement devienne familiers, finalement. Voilà, cette dimension de l'apprivoisement, on pourrait dire presque, de ce lieu qui est un lieu d'étrangeté absolue au départ. Quoi. Ça, voilà mes questions pour ouvrir la discussion. Bon, on y sera encore demain matin si je réponds à tes questions. Ce que peut dire la psychanalyse, enfin disons la clinique, c'est que bon, l'altérité, c'est pas du tourisme, hein. C'est pas se promener comme ça, de préférence dans de bonnes conditions, dans la diversité des choses. Hein. La véritable altérité, ça va un petit peu plus loin que ça. Hein. C'est-à-dire, ça nous fait toucher au minimum à la difficulté de communiquer. Hein. C'est une expérience qu'on a tous fait. Hein. On va dans un pays un peu de langue latine ou européenne, on s'y retrouve un peu. Vous allez en Chine et au Japon, vous ne pouvez même pas inventer les mots, rien. Bon, hein. Et peut-être que dans ces moments-là, l'altérité, de façon non descriptive, elle vous saute beaucoup plus à la figure, aux oreilles, etc. Bon. Pour les enfants, en tout cas, c'est ce que nous apprend la pratique, c'est ce qu'apprend un certain nombre de symptômes, hein, phobie, peur, panique, etc. Et tous les enfants le traversent. Bien sûr, il y a l'altérité souriante des parents, de la mère, etc. Quoique, hein, ça peut aussi être assez effrayant, bon. Mais n'exagérons pas. Hein. Mais quand l'enfant découvre véritablement de l'altérité au sens fort du terme, hein, différence des sexes, par exemple, hein, ou le petit frère et la petite sœur qui débarquent, hein, avec l'effet dénarcissisant, parce que l'enfant, il pense toujours que si les parents ont voulu un autre enfant, c'est que lui, il ne faisait pas l'affaire, hein, parce que s'il avait fait l'affaire, il n'y aurait vraiment pas eu besoin d'en faire un autre. Hein, bon. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose d'une reconnaissance de l'autre et d'une persécution, et la persécution signifiant le rejet de l'autre, mais l'autre est rejeté parce qu'il est reconnu comme ne pouvant pas ne pas être là. Donc, tous nos rapports aux altérités, bien sûr agréables, curieux, familiers, etc., s'inscrivent individuellement et collectivement dans les traces et les mémoires de nos traumatismes de l'altérité. C'est-à-dire de ce qui, du fait que ça peut devenir persécutant, n'est absolument plus familier ni rassurant. Hein, comme disait un grand médecin, la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Bon. Et puis quand on s'aperçoit que dans le silence des organes, il y avait une espèce de saloperie qui ne faisait pas de bruit, justement, si seulement elle avait pu en faire un peu plus, hein, et que quand on s'en aperçoit, on est déjà ailleurs, ou bien que le corps nous lâche, il y a là, dans le rapport à soi-même, et dans ce rapport à l'altérité qui est le rapport au corps, mais dont on ne s'aperçoit pas toujours, quelque chose de profondément inquiétant, de profondément traumatique. Donc l'autre, il ne faut pas raconter des niaiseries. Hein. Il s'inscrit dans ce registre-là de façon tout à fait essentielle. Alors quand on le méconnaît, c'est-à-dire quand on ne veut pas le voir, quand on le refoule, évidemment, ça surgit comme ça peut surgir très violemment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? La culture, hein, dans toutes les sociétés, la culture est une façon
dans ce qu'elle a de vivante, mais dans ce qu'elle a de créatrice, pour cette société, de manifester la présence d'une altérité qui n'est pas familière en son sein. Qu'est-ce que c'était que les tragédies grecques, que les Grecs représentaient tous les ans rituellement? C'était des tragédies publiquement représentées, dans lesquelles se représentait la distance entre les hommes et les dieux. Il y a des dieux qui interviennent, des héros qui interviennent, qui sont tous dans des excès et dans des folies. Ajax, Antigone, etc. Bon, ils sont insupportables pour la cité. Mais la cité grecque, et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a été démocratique, elle était une cité qui n'était pas oublieuse de l'insupportable d'où elle venait, et qui rituellement se représentait l'écart entre le monde humain et le monde divin. Et la fonction de la vraie culture, elle est justement de nous familiariser avec ce à quoi il est très difficile de se familiariser. À la fois parce que nous en avons des traces en nous, et puis en même temps parce que ça nous montre des passions, des violences, y compris les nôtres, avec lesquelles, dont nous avons besoin de nous protéger. Merci pour votre exposé que j'ai trouvé effectivement très profond et cohérent. Et vous avez donc abordé le sujet des notions telles que le langage, la parole, et évoqué un petit peu la transcendance. Et pour relier justement ces deux notions, je voudrais avoir votre opinion sur une phrase que je vais reciter, bon, peut-être pas exactement, de Philippe Descola, dans son livre, dont Philippe Descola, anthropologue, ethnologue, dans son livre Par-delà nature et culture, où il dit « Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est pas tant le langage, mais sa capacité à voir le monde dans son unité et simultanément dans toutes ses différences. » Voilà. Je pourrais vous faire une réponse un peu à l'emporte-pièce, donc j'ai presque envie de m'en excuser. Mais est-ce que la question existerait s'il n'y avait pas le langage? C'est-à-dire, est-ce que quel que soit, bien sûr, les questions que nous pouvons trouver, voilà, différence des sexes, bien sûr, ce que vous dites, toutes ces questions ne sont pas du simple fait que nous les pensons, que nous en parlons, que nous pour les exclure ou pour les reconnaître, elles ne sont pas transformées par le langage. Ce n'est pas le langage qui permettrait simplement de les nommer. Le langage, ce n'est pas une traduction. C'est la transformation et l'élaboration et la vie de ces questions dans nos langues, dans nos cultures, avec évidemment des enjeux énormes. Bon, c'est vrai que pendant assez longtemps, après le contraire, nous étions dans une espèce de dualisme nature-culture, la nature d'un côté et la culture de l'autre côté. Bon, voilà. Avec ce que ça a pu considérer comme étape de pensée, le structuralisme, Lévi-Strauss, etc. Bon, maintenant, nous pensons plus les continuités, ou des passages, ou des passerelles, ou quelque chose qui n'a pas besoin d'être aussi binaire que ça, avec ce que ça a de rassurant, ce que ça a d'inquiétant, mais effectivement, il y a plein de courants de pensée là-dessus, et l'œuvre de Descola est tout à fait passionnante. Bon. Mais tout ça, ça se fait, bon, disons, avec le langage et la parole, et il y a toujours un enjeu de pensée de l'altérité. Au fond, nature et culture, c'était rassurant de pouvoir penser le langage comme étant complètement hors toute nature. Bon. Alors évidemment, quand on se trouve devant l'évolution des sexualités dans nos pays, la question se
se transforme et se pose un peu différemment, bien qu'évidemment la question de la nature, avec tous les guillemets que vous voulez, soit difficile à écarter. Hein. Mais je vous rappellerai que l'hétérosexualité, hein, c'est l'autre. Hein. Hétéros, c'est l'autre. Hein. Donc, dans le mot même d'hétérosexualité, avec tout ce qu'on peut en dire pour et contre, enfin bref, évidemment, hein, il y a cette notion de la violence, de l'altérité, de la question de l'altérité dans la sexualité, hein, d'une façon ou d'une autre, et des continuités, discontinuités, des voies de continuité et de discontinuité que ça ouvre, que ça ferme, que ça ne permet, que ça ne permet pas. Et puis aussi peut-être le besoin chez les êtres humains de minimum d'identité. Hein, c'est-à-dire, alors évidemment, de savoir un peu qui ils sont. Hein, comment sont les enfants, qu'est-ce que c'est qu'une famille. La famille n'est plus du tout, évidemment, à la place qu'elle était auparavant, mais quelque chose qui construit des éléments d'identité dont les êtres humains ont besoin, quels qu'ils soient, même si ces identités sont excluantes, sont menacées, mais sont quand même des éléments essentiels, quoi. Merci beaucoup pour la fluidité de votre parole, qui est une merveilleuse façon d'aller vers l'autre. Je voulais poser la question du corps. On reproche souvent à la psychanalyse, je suis très novice, hein, d'être beaucoup dans le langage, et on associe beaucoup le langage à l'intellectualisation. Comment vous pourriez nous parler du corps et de la place de la corporéité, mais du rapport physique, de la physicalité? On pourrait presque dire que la première altérité, c'est le corps. Hein, évidemment. Hein. Avec aussi la première opacité. Hein, puisque le corps, dans ce que j'ai évoqué brièvement, autour de, j'ai pas employé le mot, enfin, du fait que tous les êtres humains sont des prématurés. Hein, donc, il faut au moins 2 ans pour qu'un enfant commence à avoir un minimum d'autonomie. Voilà, c'est ce qu'on appelle la néoténie, dont on reconnaît que c'est un facteur majeur de développement de l'être humain. Hein, c'est parce que l'être humain naît presque sans autonomie, sinon l'autonomie, bien sûr, des voies respiratoires, digestives, etc., que dans cette dépendance, ouverture à l'autre, s'instaure un maternage, mais autour duquel tout un ensemble d'acquis de l'humanité, y compris le langage, y compris des habitudes, lui sont transmis. Au fond, nous avons 2 ans pour apprendre et recevoir, puisque nous ne sommes pas achevés, nous ne sommes pas finis, nous ne sommes pas formés. Hein. Et cette dépendance n'est pas une dépendance simplement de nourrissage au niveau du besoin. C'est une dépendance qui comporte des potentialités extraordinaires. C'est une transmission, hein, de tout ce qui est transmis dans des relations, dans des liens, bien sûr accompagnés de paroles, ou avec des paroles, dans des soins, qui constituent réellement le capital humain qui est potentiellement riche, mais qui peut ne pas l'être. Hein. Ce que nous savons quand on dit qu'un enfant, il peut potentiellement parler 8, 9, 10 langues, mais si on ne lui parle pas, il ne parlera pas. Hein, donc il y a quelque chose qui a besoin d'être qui est stimulé d'ailleurs par l'extérieur. C'est comme s'il y avait des zones du cerveau qui n'étaient stimulées que par ce qui vient de l'extérieur. Et si ça ne vient pas, ce n'est pas stimulé. Hein, donc il y a là tout un choix étrange. Ce qui est... alors pour la question plus spécifique que vous parlez, bon, psychanalyse et corps, bon, on peut se servir de la parole pour intellectualiser, pardon, mais pas forcément. La question serait plutôt qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de parole? Hein, c'est-à-dire c'est aussi la parole qui
qui donne accès au corps, qui humanise le corps, et puis surtout qui pose la question du sujet. Parce qu'après tout, un sujet sans parole, qu'est-ce que c'est? Donc, je ne pense pas que la psychanalyse annule cette dimension du corps, mais elle la reconnaît à partir du fait que nous parlions. C'est-à-dire notre relation au corps est spécifique et compliquée pour nous, justement parce que nous parlons. Mais la parole n'est pas toute puissante, la parole ne nomme pas tout. Il se passe beaucoup de choses avant qu'un enfant parle, bien sûr, et il se passe beaucoup de choses à côté de la parole, et il se passe beaucoup de choses sans parole, mais c'est avec des mots que je vous dis ça. C'est avec des mots que je vous dis ça. Et il peut y avoir du silence, mais que du corps, justement parce que le corps n'est pas comme cette table un objet inerte, mais que le corps aussi est traversé de pulsions, de sensations, de souvenirs, mais aussi de désirs, etc., surviennent énormément de choses, quoi, qu'il faut... Mais le corps est un des registres de l'altérité, évidemment. Bonsoir. Moi, j'aurais deux questions. Une qui me tient depuis votre exposé principal et une qui vient de m'apparaître là dans ce que vous dites. Vous dites que serait une personne sans parole. Comment est-ce qu'on va, entre guillemets, traiter le cas des personnes qui sont muettes? Bien sûr. Oui, mais comment est-ce que ça va s'appréhender et par quel vecteur eux vont développer leur pensée, leur psyché interne? Et ma seconde question, c'était quel mécanisme fait que nommer des mots, MAUX, oui, va permettre de les annuler ou de les déraciner, comme vous avez mentionné lors de votre exposé? Voilà mes deux questions. Oui, alors les personnes... Bon, il y a différents registre, compréhension, approche du mutisme. Hein. Le mutisme n'est pas l'autisme. Hein, voilà, il y a plein de choses. Bon, ça n'empêche pas non plus que ces enfants sont dans un univers de langage. Pas simplement parce qu'on leur parle, mais sans très bien savoir ce qu'ils entendent, mais bon, on communique avec eux, mais aussi parce que tout ce qui est autour, là, tout ce qui est dans cette salle est le produit d'une activité humaine. C'est symbolique. Hein, c'est une table, c'est pas une chaise. Voilà. Donc il y a évidemment tout un environnement humain. Alors comment le langage, c'est la possibilité de communiquer. La possibilité de communiquer, c'est fondamentalement deux choses. C'est qu'une chose ne veuille pas dire autre chose. Voilà, c'est... j'ai faim, j'ai froid. Alors voilà, ce sont les différences qui font qu'il y a un minimum de communication. Et puis c'est aussi que toi et moi, je et nous, c'est pas la même chose. Quelle que soit la façon dont ça s'organise, ou dont ça se configure, ou dont ça puisse s'appréhender. Donc avec ces enfants, et avec tout ce que ça comporte de très très intéressant et très difficile, par exemple au niveau de la psychopathologie, comme la clinique se développe, il y a beaucoup d'enfants qui commencent à parler après avoir écrit. Ce qui est très très, très étonnant. Ils commencent par dessiner, ils commencent par écrire, et puis une fois qu'ils sont passés par l'écrit, ou par l'inscription, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est un constat. Comment penser ce constat? C'est un petit peu plus compliqué. Je pense qu'un des éléments, en tout cas, c'est ce que l'écriture permet de différence spatialement, de différenciation. À ce moment-là, la parole vient. Mais on sait aussi que, sauf handicap ou infirmité, qui bien sûr existe évidemment, parler, c'est prendre le risque de parler. Donc il y a une angoisse de parler. Il y a l'histoire là, de l'enfant qui n'a jamais parlé et qui, brusquement, à un dîner, il a 5 ans, dit « passe-moi le sel ». On dit « mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il parle? Pourquoi tu n'as pas parlé avant ?» Il dit « mais parce qu'avant, tout était absolument parfait. » Donc il faut bien qu'il y ait un creux, un manque, un vide, une place, un appel, pour qu'un minimum d'échange et de communication puisse
puisse exister, disons, de contact, hein, même si beaucoup de choses peuvent se dire, mais surtout qu'il y ait deux sujets qui soient là. Alors pour votre seconde question, qui était la première, comment ça peut disparaître par la parole, il y a deux registres de questions. Il y a le registre de l'interprétation, c'est-à-dire, alors dans tous les registres de l'interprétation et du symptôme, dire à un enfant que s'il a mal au ventre, c'est parce qu'il est angoissé et pas simplement parce qu'il a faim, c'est déjà entrer avec lui dans une relation différente. Il y a beaucoup d'enfants et même des adultes qui ont la plus grande difficulté à dire j'ai faim. Ils disent j'ai mal au ventre, hein, ou ils sentent une boule dans le ventre. Mais ce que d'autres font assez spontanément en nommant sa faim, eux ils ne le font pas. Hein. Alors tout ça, ça dit quelque chose de l'articulation entre désir et besoin, hein, c'est-à-dire de passer de l'expression d'un désir et à l'expression d'un besoin, ou d'un besoin à un désir. Et donc ça implique, bon, je pourrais vous raconter plein d'histoires, mais ce n'est pas le lieu, plein de développement de la relation aux autres. Hein. Maintenant, en ce qui concerne les mots, la psychanalyse, enfin, la première chose que nous faisons, c'est reconnaître une parole de quelqu'un. C'est-à-dire, si quelqu'un dit « je souffre » ou « j'ai mal », nous l'écoutons et nous essayons de manifester que nous l'entendons, mais pas dans un premier temps pour qu'il ait pas mal, hein, pour entendre une souffrance. Hein. Alors, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que quand quelque chose est entendu, c'est-à-dire reconnu, c'est-à-dire pris en considération, quand la valeur d'une parole et le fait qu'elle s'adresse à quelqu'un a pris sa place, il y a une dynamique de changement, hein, et une dynamique d'explicitation qui se met en route. Et quelle que soit la complexité ou la richesse ou la simplicité du problème, il est pris dans un échange. Alors, voilà, ça suit les destins de ces échanges, mais si ça n'est que du psychique, évidemment, le fait d'être entendu, mais avec ce que ça veut dire entendu, c'est-à-dire entendu, ça ne consiste pas à dire bon, voilà, qu'on a écouté, qu'on a compris, ça passe par autre chose, hein. C'est comme si vous dites à quelqu'un est-ce que tu m'aimes, et si vous répond mais j'ai déjà répondu 10 fois à la question, bon là, manifestement, ça ne le fait pas. Il n'a rien compris, quoi. Il a compris que aimer, c'est justement demander à l'autre s'il vous aime. Voilà. Et donc, on n'a pas répondu une fois pour toutes à ce type de questions. Donc, ça se déploie dans le registre du langage et toutes les inquiétudes, et ça prend un autre destin. Hein, mais c'est mis ça rentre dans un échange. Voilà. Merci. Tout à l'heure, dans une petite phrase parlant de notre société actuelle, vous nous avez dit il faut bien s'arranger, puis il faut bien que les gens ils aient un petit bout d'identité, il faut bien qu'ils sachent un peu qui ils sont. Oui. Moi, alors c'est ma formation de politologue. Je suis effrayé de constater que depuis quelques années, la question de l'identité est devenue assourdissante et devient une obsession, au point que fabriquer de l'identité, on sait très bien que c'est pas du tout pour voir l'autre autrement, mais pour faire qu'il n'y ait pas d'autre. Oui. Et que donc l'identité de chacun d'entre nous exclut d'autres identités possibles. Oui. Et donc le rapport dont vous parliez savamment avec l'autre, comme celui qui m'interroge au fond de moi-même, est de toute façon écarté, puisqu'il n'y a plus d'interrogation. Je suis qui je suis. C'est un terme biblique, mais je suis qui je suis, et puis allez voir ailleurs. Oui. Donc comment vous conciliez votre réflexion avec ces problèmes qui malheureusement s'inscrivent aujourd'hui dans des entreprises criminelles, pas simplement des autres, mais de nous-mêmes? Bien sûr. Alors là, vous avez tout à fait raison de poser la question. Est-ce que nous n'avons pas
prudemment, très prudemment, à réinterroger cette question de l'identité, au fond. Hein, qui, bien sûr, comme toutes ces questions, comme la question de l'autre, est une question incontournable. C'est-à-dire quand on ne se la pose plus, c'est comme s'il y avait des réponses obligées. Donc il faut un peu réouvrir, mais dans des mouvements historiques, et qui évidemment comportent toujours le danger de provoquer voilà, des réactions identitaires, hein, dont on sait très bien où elles peuvent mener et où bien évidemment nous ne voulons pas aller. Hein. Mais c'est toujours le délicat passage entre ne pas évoquer un problème parce qu'il serait dangereux, mais reconnaître qu'il faut quand même l'évoquer et se demander comment on peut l'évoquer sans que ça soit trop dangereux. Hein, et là, il y a quelque chose qui est je trouve, qui est délicat. Hein, et on voit très bien dans certaines des réformes de l'enseignement comment travaille cette question, enfin, en fond, comment la question de l'identité travaille, mais peut aller aussi dans le sens de, voilà, on parle plus de l'histoire, on en parle d'une certaine façon, mais pas d'une autre, on réforme l'orthographe. Hein, mais en réformant l'orthographe, on supprime la mémoire d'une langue, hein, avec toutes les questions que ça a posées. Et que ces questions, c'est assez difficile de les poser d'une façon qui ne soit pas, ne soit pas polémique, mais quelquefois qui reconnaissent des fractures dont nous n'imaginons même pas la profondeur et la difficulté. Je peux vous raconter une petite anecdote qui m'avait beaucoup frappé il y a 7-8 ans et qui m'avait été racontée par une enseignante dans un collège. Hein, je crois qu'elle enseignait dans une classe de 5e. Alors elle avait mal discipline, etc. Et il y avait un gamin, il bougeait tout le temps. Alors elle lui dit « Assieds-toi, assieds-toi ». Et exaspérée, elle lui dit « Obtempère ». Et le gamin se lève et lui dit « Mais obtempère, nique ta mère !» et là, il y a une espèce d'abîme. On n'entend pas la même chose, on ne parle pas la même langue. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Si vous voulez. Voilà, il me reste à te remercier encore beaucoup, Patrick Guillaumard, de cette conférence.